bonsoir, bonjour, je vous, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez me suivre. Bienvenue à ce nouveau numéro de JC Show Charlotte, produit par l'église Cadiz Love Center Charlotte, présenté par votre humble serviteur Grace Mouille. Mesdames et messieurs, ce soir sur notre plateau de JC Show, je ne serai pas seul, je serai accompagné de mon invité, avec lequel nous allons parler de notre sujet de ce soir, qui est les divorces à la diaspora. Mesdames et messieurs, comme je vous l'ai dit au départ, je ne serai pas seul sur cette émission, je serai accompagné de mon invité. Mais avant de vous présenter mon invité de ce soir, je vous prie là où vous nous suivez en ce moment de partager l'émission, de liker, de commenter et surtout de vous abonner sur notre chaîne YouTube JLC Show Charlotte. Comme je vous ai dit que je ne serai pas seul, je suis accompagné de mon invité à qui je dis bonsoir papa. Bonsoir. Comment vous allez? Oui, ça va. Nous sommes très ravis de vous avoir sur notre plateau de JLC Show. Merci beaucoup de m'avoir invité. Merci. Alors, comme moi et ceux qui nous suivent en ce moment, nous aimerons connaître qui est la personne que nous avons sur notre plateau. Bon, je m'appelle Nick Hippoly. Je suis actuellement aux États-Unis. Je suis licencié en sciences commerciales et financières. Ok. Et puis suivi de plusieurs diplômes en entrepreneuriat social et développement communautaire. Ok. Et puis j'ai un diplôme sur la spécialisation en logistique et management. Ok. Mais au-delà de tout, je suis aussi un serviteur de Dieu. Je prie et je confesse l'Éternel des armées et j'écris en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Ça c'est bien, ce soir nous voyons que nous sommes bénis de vous avoir sur notre plateau. Merci, je vous en Parce que prie. nous avons quelqu'un avec plusieurs casquettes. Merci beaucoup. Alors, comme vous et moi, nous savons que nous allons parler ce soir d'un sujet qui est trop vaste. On va parler sur le divorce. On ne peut pas parler de divorce avec quelqu'un qui ne s'est pas marié. Voilà pourquoi, avant que nous puissions entrer dans le vif de notre sujet, nous aimerions connaître que le votre état civil. Merci beaucoup pour la question. Je suis marié et je suis père de 4 enfants. Donc, ma femme, bon, je ne sais pas si c'est nécessaire de dire Bien son sûr. nom. Son nom, j'aime beaucoup, je prononce avec beaucoup d'humour et d'amour. Son nom, c'est Raïssa Mujinga, maintenant né Raïssa Hippoly. Oui. Voilà. Et nous avons avec elle 4 enfants, donc 2 garçons et 2 filles. Donc je suis père de famille, donc je suis responsable de famille. Et j'aime ma femme. Bon, ensemble, nous avons déjà totalisé, aujourd'hui, nous parlons de 16 ans, même Nous plus. sommes bénis d'avoir quelqu'un qui a plus Oui, d'expérience dans le mariage. oui. Donc nous avons plusieurs années de mariage. Donc voilà, Merci. pour ne pas donner les chiffres. Nous sommes honorés ce soir de vous avoir sur notre Ok. plateau de JLC Show. Ok. Alors, ce soir, on va parler de divorce dans la diaspora. J'aimerais savoir, selon vous, quel est le problème mariage, quel est le problème majeur qui divise le couple dans la diaspora? Merci pour la question. Avant d'entrer dans le vif de votre question, j'aimerais d'abord dire que le sujet de divorce est un sujet qui est d'actualité parce que vraiment, et de plus en plus, les gens divorcent et c'est maintenant monnaie courante, les divorces. Et dans le diaspora, n'en parlons pas. Et je vais d'abord vous élucider en donnant quelques statistiques pour comprendre la quintessence de la situation. Prenez votre temps. Donc voilà, aujourd'hui, selon les statistiques à ma possession, donc on parle aux États-Unis, rien qu'aux États-Unis, on parle de 2 419 200 mariages dissolus aux États-Unis. Donc vous voyez le chiffre. Et si on doit faire c'est-à-dire une projection et dire en termes de secondes et de heures, on parle de 13 secondes de dissolution. Donc, c'est-à-dire que à chaque 13 secondes, il y a un mariage qui est dissolu. Donc, vous comprenez qu'aux États-Unis, et les États-Unis, il est parmi, si on doit classer les pays, il est 6e dans le monde. Mais ça, c'est les statistiques des années passées. Bon, aujourd'hui, on n'a pas encore actualisé les statistiques, mais de plus en plus, les mariages est menacé. Et le divorce devient monnaie courante et les gens
peuvent se marier et après quelques heures, ils se divorcent. Donc, c'est quelque chose d'alarmant et nous devons cogiter sur ça et connaître les causes. Alors, vous m'avez posé la question de savoir... Avant d'abord de revenir sur ma question, j'aimerais, tu as soulevé un point que tu as dit que le mariage est menacé. Qu'est-ce que vous voulez dire par le mariage menacé? Non, parce qu'il y a des causes endogènes, exogènes, qui font que les gens ne puissent plus être ensemble. Okay. Si on doit faire une comparaison entre le mariage datant et le mariage actuel, donc vous remarquez que actuellement, les liens de mariage ne sont plus solides que datant. Donc, conséquence, il y a plusieurs éléments exogènes et endogènes qui font qu'il y ait divorce. Et je crois que nous allons en parler ce soir. Ok, ma question c'est celle-ci. Selon vous, quel est le problème majeur qui divise les couples dans la diaspora? Bon, les problèmes, il y en a plusieurs. Aujourd'hui, je vais parler de 5. Il y en a plusieurs. D'abord, le premier point, et ça c'est le commun dans le monde entier, c'est d'abord l'adultère. Vous savez, l'adultère, ça c'est un problème sérieux. Personne n'aime être trahi. Parce que, d'abord, en tant que chrétien, le mariage, c'est vraiment protégé. Et il y a 3 protections. D'abord, il y a la protection sociale. C'est-à-dire, avant de se marier, il faut aller d'abord chez les parents. Donc, vous ne pouvez pas de vous-même décider sur le mariage. Et deuxièmement, vous devez aller chez l'État. Il doit être enregistré le mariage. Et en troisième position, c'est Dieu qui doit entériner votre choix. Donc, vous voyez 3 niveaux de protection. Donc, pour dire que c'est quelque chose de sérieux et on ne peut pas blaguer avec ça. Alors, donc, quelle est la cause? La cause, c'est d'abord l'adultère. L'adultère, c'est que le premier point, l'un des conjoints, c'est-à-dire l'un des conjoints, ça peut être l'homme ou bien la femme, décide d'avoir une liaison d'à côté, en dehors du mariage. Bon, ça commence petit à petit et jusqu'à ce que lorsque l'un des conjoints va découvrir cela, il se sentira trahi et c'est soit lui qui va commencer ou c'est l'autre, la victime qui commence, ou bien c'est le bourreau qui commence à demander le mariage, la dissolution, parce qu'il trouve satisfaction ailleurs. Donc ça peut être vraiment la cause principale. Donc, entre autres, donc, liaison ou bien l'adultère. Donc là, et souvent, ça ne pardonne pas. Donc quand quelqu'un, ou bien, c'est-à-dire que c'est difficile pour un homme de pardonner une femme, c'est difficile en général, ça arrive, mais c'est difficile lorsqu'un homme découvre que sa femme a une liaison avec un autre homme. En tout cas, quel que soit le pardon, c'est un point noir, c'est-à-dire c'est difficile à pardonner, conséquence. Bon, même pour les chrétiens, et les chrétiens d'ailleurs, ils ont des versets pour ça, hein? Rassurez-vous, ils ont des versets, ils vont dire que non, voilà, je vous avais dit, pour cause d'adultère, voilà. Mais ils oublient aussi que le pardon, c'est quelque chose qui doit être mis en avant-plan pour que l'on puisse, parce que l'homme, tu voyais, dans la société, il y a quand même une certaine injustice. Quand c'est l'homme qui sort, bon... L'homme va demander pardon, il va demander, voilà, ceci, je ne savais pas. Et souvent, on a l'habitude de dire que c'est le diable qui m'a trompé. Facilement que c'est le diable qui m'a trompé. Bon, comme le diable trompe toujours, on peut comprendre. Mais c'est quand c'est la femme qui est celui qui orchestre vraiment cette infidélité. Donc, vous verrez que, bon... L'homme ne veut même pas entendre le pardon. Donc là, il ne voudra même pas entendre le pardon. Et la société s'arrange derrière l'homme. Il faut dire, non, voilà, une telle femme, il ne faut pas la garder. Et ça, c'est vraiment un sujet de divorce. On peut dire dans le mariage, l'homme est... Même si l'homme voudrait arranger les choses, mais déjà la société va mettre une barrière pour l'empêcher à faire cela. Là, c'est le premier point. Le deuxième point? Bon. Le deuxième point, c'est les problèmes financiers. C'est ça. C'est là où on dit les Romains s'empoignaient. Donc,
Problème financier. Ici, dans la diaspora, vous savez, on a donc, surtout nous qui venons, nous sommes des immigrés, nous venons ici. Dans nos pays respectifs, souvent, c'est l'homme qui travaille. Et c'est lui qui pourvoit à tous les besoins. La femme reste à la maison. Et bon, généralement, c'est l'homme vient avec l'argent, il donne et il sait contrôler un peu ses avoirs. Bon, la femme n'a pas beaucoup de mots parce qu'il sait que, bon, s'il ose dire quoi que ce soit, bon, il va se retrouver dehors, entre parenthèses. Donc, la femme est dans la réserve, elle est très réservée et ne sait pas dire un mot parce que c'est l'homme qui est le pourvoyeur de tout. Maintenant, ici, diaspora, donc vous ne pouvez pas travailler seul parce que les charges sont énormes et la vie est énorme. Donc, le pouvoir d'achat est très élevé. Donc, pour réussir et arriver à couvrir les dépenses, il faudrait travailler à deux. Maintenant, c'est là où on découvre la personne. Parce qu'il y a quelqu'un qui a dit, quand la femme n'a pas encore géré l'argent, c'est que vous ne la connaissez pas. Que vous la connaissez pas. Donc, vous pouvez tout dire. Mais gérer l'argent, c'est là où vous allez connaître les vraies identités des gens. Parce que quand quelqu'un n'a pas encore géré, il peut dire, non, voilà, je vais faire ceci, je suis comme ça. Mais donnez-lui la gestion pour découvrir sa réalité, sa face cachée, ses habitudes. Bon, je ne suis pas contre la femme, donc, mais je dis c'est que je constate simplement. Donc, la femme gère, il vient, avant, elle ne savait pas, elle commence à avoir de l'argent. Chaque semaine, elle peut toucher 500 à 600 $. Bon, c'est là où maintenant, quand il y a l'argent, il y a des projets. Et vous voyez, les femmes sont très ambitieuses. Elles veulent aussi montrer que, bon, c'est une femme, hein, elle apporte quelque chose. Maintenant, qu'est-ce qui arrive? Maintenant, c'est la gestion. L'homme apporte l'argent, la femme va apporter l'argent. Mais l'un des conjoints peut avoir ce qu'on appelle les agendas cachés. Bon, la femme se dit, généralement, disons, voilà, bon, j'ai laissé ma famille en Afrique, bon, je dois les aider. Bon, l'homme aussi, il a laissé sa famille, mais vous savez que la femme est plus attachée à sa famille que l'homme. L'homme peut, bon, s'en foutre, mais la femme est très liée parce que vraiment, elle doit aider sa famille. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe? On a défini les règles de gestion et après, c'est la femme qui essaye d'avoir un agenda caché. Donc, il commence à faire des dépenses qui sont occultes. Et lorsque l'homme découvre ça, alors c'est là où il y a des tensions. Donc, parce qu'au départ, il n'y avait pas de transparence. Et les tensions vont s'accumuler jusqu'à ce que chacun commence à prendre des décisions. D'ailleurs, c'est mon argent. D'ailleurs, moi aussi, je travaille. Moi aussi, je suis capable de m'émanciper. Et c'est là où maintenant les problèmes commencent. Parce que la femme dit au finish, bon, même si aujourd'hui, il n'est pas là. Moi, je peux, mais je travaille. Ben, il n'a qu'à faire ce qu'il veut. Je peux me prendre en charge. Bon, quelque part, il ne voit pas le rôle de l'homme comme étant chef de famille. Et là, il peut dire, bon, voilà, je m'émancipe. Bon, qu'elle vienne que pour elle, elle peut se décider de se désolidariser du mariage. Et c'est là où commencent les problèmes. Donc, la gestion, bon, ça aussi, j'ai parlé de la femme, mais c'est l'homme aussi. L'homme, il gère, après, il commence à avoir des liaisons. Après, voilà, il commence à donner à gauche, à droite. L'argent et puis on ne voit rien à la maison. Quand la femme découvre cela, c'est aussi un problème de tension. Ce qu'on peut dire, la même femme que tu avais en Afrique, la même femme que tu as épousée en Afrique, elle était soumise au pays, arrive aux États-Unis, l'argent change tout. Oui, l'argent influence le comportement. La même femme qu'elle avait au Congo, en Afrique, disons en Afrique, mais une fois elle est arrivée ici, la femme change complètement. C'est-à-dire quoi? C'est l'argent qui peut changer une femme? Bon, oui, bon, si je peux dire ainsi, c'est les ambitions par rapport aux avoirs de la femme ou de l'avoir de l'homme. Donc, c'est les ambitions parce que la femme veut, elle a des projets. Donc, elle veut
réaliser ses projets. Et généralement, l'homme aussi veut empêcher à la femme de réaliser ses projets. Et il y a ce qu'on appelle télescopage entre les deux projets. Et là, maintenant, ça commence les disputes et chacun va décider de sa manière. Oui. Donc, il y a l'environnement socio-économique qui, en fait que les deux puissent avoir des ambitions. Et si les ambitions ne sont pas bien gérées, bon. Mais vous pouvez avoir les ambitions de le mettre oui, c'est ça maintenant, il faudrait, ça c'est maintenant une des solutions. Donc, il faut savoir gérer maintenant les ambitions et les finances. Donc, moi, généralement, ce que je conseille à mes fillettes, parce que j'ai des fillettes, d'adopter ce qu'on appelle la gestion, une gestion orthodoxe axée sur ce qu'on appelle le budget de ménage. Quand vous définissez un budget, et le budget, ça s'apprend. Donc, vous mettez vos avoirs et vous mettez aussi les dépenses, c'est en forme de ce que vous gagnez et ce que vous dépensez. Et vous définissez aussi que, bon, le mariage, ce n'est pas seulement vous. Le mariage, c'est les enfants, c'est aussi la gestion de la belle famille. Parce qu'il faut que ça soit transparent au départ. Comme ça, donc, vous n'aurez pas beaucoup de problèmes parce que c'est là où il y a généralement, et aussi les gestions des projets, des ambitions. Il faut aussi mettre les ambitions de la femme, les ambitions de l'homme. Quand les choses sont très transparentes, alors là, il n'y a pas de problème. S'il faut établir le projet selon vous, il faut l'établir avant le mariage ou... Non, pendant le mariage, même avant, tout ça. Parce que période, pourquoi le fiançailles, c'est une période probatoire où les gens doivent déjà mettre les jalons. Donc, poser les jalons sur ce qu'ils veulent devenir. Vous voyez? Donc, si déjà au départ, les bases ne sont pas bien posées, donc vous voyez que l'élévation va poser problème à la longue. Donc, il faudrait mettre une bonne fondation pour que les choses soient déjà claires. Et c'est ça la raison même des fiançailles. Les fiançailles, c'est pour mettre les bonnes bases au départ. Oui. Alors, si ce même genre, peut-être, ils se marient en Afrique et puis sont arrivés ici. En Afrique, nous savons que c'est l'homme qui travaille, c'est l'homme qui est le maître. Est-ce qu'il faudra aussi mettre déjà le projet en marche ou il faut le faire lorsque les deux personnes travaillent? Non, il faut déjà parler de ça dès le départ. Okay. Oui, c'est très important parce que quand vous définissez tout au préalable, donc vous savez qu'à la longue, vous n'aurez pas de problème. Mais c'est les imprévus qui posent souvent les problèmes. Mais ça manque jamais les imprévus. Oui, les imprévus, mais c'est quelque chose qui n'était pas calculé et souvent les réactions sont très différentes. Hein? Donc les surprises, généralement, vous savez que ça suscite des réactions différentes. Alors, parce que nous parlons du divorce dans la diaspora et nous sommes une chaîne qui est au sein de l'Église, nous aimons savoir qu'est-ce que l'Église peut faire pour éviter, parce qu'avant, on voyait le divorce seulement, en fait, si je vous permettez de dire sur le païen, mais aujourd'hui, nous voyons même le divorce sur les hommes de Dieu, même le chrétien qui prie, nous voyons toujours le divorce. Qu'est-ce que l'Église peut faire pour arrêter cela? Bon, c'est un problème social. Donc, être chrétien ne vous dédouane pas des réalités du monde. Hein. Donc, c'est ça qu'il faudrait savoir. Vous restez homme, c'est-à-dire avec les problèmes de la société. Vous avez des besoins. Mais oui, c'est... Oui, c'est ça. D'abord, si vous posez la question, qu'est-ce que la Bible est claire? Quand on prend Malachie 2, 16, il dit que Dieu lui-même dit que j'ai le divorce. Dieu ne veut pas les divorces. Il ne veut pas les divorces. Le divorce, c'est un consentement des hommes. Et Jésus a dit qu'au début, ce n'était pas ainsi. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et deviendra une seule chair. Mais la dureté du cœur, c'est les réalités. Parce que l'homme a, depuis le péché, il a un problème réel. La convoitise. La convoitise, c'est quand vous voyez quelque chose de nouveau, de beau, c'est-à-dire que votre cœur bat vite. Et vous voulez, en fait, l'avoir. Donc voilà. Et cette convoitise est à la base de tout. C'est ça, la convoitise. Alors, la convoitise, c'est ce qui pousse l'homme, surtout nous, les hommes,
aller à côté parce qu'on voit que non, celle-là est plus que notre, alors qu'en réalité, ce n'est pas le cas. Donc, c'est la convoitise simplement. Et la convoitise, c'est parmi ce qu'on appelle les faiblesses de la chair. Et donc, pour dire que être un homme de Dieu, tu restes un homme avec tes réalités. Mais la différence, c'est que c'est Jésus-Christ, c'est le Saint-Esprit qui t'aide à dépasser la chair, c'est-à-dire à faire un sacrifice. Parce qu'on aime Dieu, on ne peut pas le faire. Mais tu restes avec cette réalité en cœur. Donc, c'est pour dire que même les hommes de Dieu, ils restent hommes à part entière, mais seulement c'est le Saint-Esprit qui les aide à dépasser. C'est un sacrifice. C'est mourir en soi, parce qu'ils ont envie aussi. Mais ils meurent en soi parce qu'ils sont morts avec Jésus-Christ. Vous voyez? Donc, oui, c'est vrai, maintenant, l'Église, parce que bon, il faut savoir aussi que tout le monde qui fréquente l'Église n'est pas chrétien. Parce que souvent, on se trompe. Parce que Jésus-Christ a dit ceci dans Matthieu 13, que lui, il avait planté une sémence, et que là, au milieu de la nuit, il y a eu le diable qui est venu aussi planter. Donc, ça dit qu'à l'Église, il y a deux sémences. Ça, il faut le savoir. Donc, il y a les semences de Dieu et les semences du diable aussi. Donc, il n'est pas étonnant de voir aussi qu'il y a des divorces là-bas. Donc, c'est normal. Nous ne pouvons pas être étonnants aujourd'hui de voir les hommes de Dieu se divorcer. Non, parce qu'il y a des semences dans l'Église. C'est un fait normal parce que Jésus-Christ l'a dit. Mais qu'est-ce qui arrive maintenant? Ce n'est pas un exemple. Parce que, qui dit chrétien, ça veut dire que quelqu'un qui doit vivre selon les critères de Jésus-Christ. Donc, on est la lumière du monde. Donc, en tant qu'homme, nous supposons que fréquenter l'Église, tu es chrétien. On te donne cette étiquette-là de chrétien. Mais la réalité, c'est que qui est chrétien, c'est Dieu qui connaît en réalité. Mais nous, en tant que chrétiens, donc, nous devons montrer l'exemple. Donc, on n'a pas, en tout cas, à divorcer. Ça c'est la règle générale. Mais il ne manque pas des exceptions. Maintenant, qu'est-ce que l'Église doit faire? Je crois que l'Église a un grand rôle à jouer. D'abord, c'est encadrer les jeunes mariés. Vous voyez, généralement, nos parents, avant de se marier, ils avaient ce que nous, on appelait à Lingala les malongi, c'est-à-dire on prenait l'initiation. Donc, on vous initie, en fait, on vous prépare au mariage. Parce que le mariage, c'est pour les grands, ce n'est pas pour les petits-enfants. C'est pour des gens qui sont préparés. Sinon, vous aurez des problèmes. Le mariage, vous avez dit le mariage, c'est pour les grands. Oui, c'est des gens... Non, les matures, si je dis les grands, c'est dire des gens qui sont mûrs. La maturité, c'est-à-dire les gens qui sont initiés, préparés et encadrés. Oui, c'est pour ça qu'on a besoin des parents qui doivent jouer leur rôle. C'est-à-dire l'Église doit donner des enseignements, des enseignements fondamentaux pour le mariage. Mettre la fondation déjà au départ. Et vous aider à faire un bon choix. Parce que aussi, c'est un problème. Faire un choix, ce n'est pas automatique. Ça relève aussi, ça demande une réflexion. Faire un choix, c'est parce qu'il y a des gens qui ne savent pas d'abord poser des critères. C'est-à-dire, si vous posez la question, pourquoi tu t'es marié, il ne saura pas. Parce qu'il n'est pas préparé. C'est une question qui semble facile, mais difficile. J'ai eu à poser cela à plusieurs de mes fidèles, mais ils avaient des difficultés. Ils disent non, on s'est marié parce que... Mais généralement, on ne sait pas. On dit, ou bien soit parce qu'on s'aime. Mais aimer, c'est quoi? Quel est le sens? Quel est le contenu d'aimer? Vous voyez, généralement, les gens disent aimer, mais ils voient ça sous l'angle des sentiments, des émotions. Mais aimer quelqu'un, ça va au-delà des sentiments. Aimer quelqu'un, c'est un sacrifice. C'est-à-dire, c'est un apostolat. C'est-à-dire que tu donnes ta vie pour lui. C'est ça, ce que Jésus-Christ a dit. Le vrai amour, c'est de donner sa vie pour les autres. C'est ça le vrai amour. Donc, quand tu aimes une femme, c'est dire que c'est entre autres dire que je donne ma vie pour cette femme-là. C'est pas facile, hein? C'est facile à dire, mais difficile à vivre cela. Hein? Et si vraiment et vraiment on aime, c'est-à-dire on donne sa vie pour sa femme,
je ne vois pas pourquoi il y aurait divorce. Je ne vois pas pourquoi il y aurait divorce. Mais seulement parce qu'on a mal défini l'amour. Bon, parce que l'amour était, entre guillemets, sentimental, émotionnel. Bon, et quand cette émotion prend fin, c'est-à-dire, bon, on cherche encore notre émotion, ainsi de suite. Alors, pour les gens qui sont entrés dans le mariage sans pourtant connaître c'est quoi d'abord le mariage, qu'est-ce que toi tu peux leur dire? Bon, c'est dangereux. Mais ils sont déjà là-dedans. C'est comme un médecin qui veut devenir médecin sans étudier. C'est seulement ça. Vous comprenez? Donc, parce que pourquoi on prend beaucoup de temps pour devenir médecin? Parce que le corps humain est très complexe. Il faut prendre du temps parce que, oui, on peut faire des erreurs en tant qu'architecte, on peut réparer, mais un médecin, une erreur, c'est la mort. Vous comprenez? Ces gens, ils sont déjà mariés. Oui, ils bon. Ont des enfants. Donc, mais c'est dangereux parce qu'ils n'avaient pas compris au départ c'est quoi le mariage. Ouais. Est-ce qu'ils doivent quitter le mariage ou ils doivent continuer? Non, il y a un palliatif. Okay. On apprend toujours. Parce que notre vie, on est dans une université. L'apprentissage, chaque jour on apprend. Il n'est jamais trop tard pour apprendre. Même si vous devenez, si aujourd'hui vous avez 70 ans ou 80 ans, ce n'est pas interdit d'apprendre. On apprend toujours. Il faut connaître parce que Dieu qui a créé le mariage a un mode d'emploi. Il faut connaître le mode d'emploi du mariage pour réussir le mariage. Et le mode d'emploi, c'est la Bible. C'est la Bible qui définit clairement l'amour. Hein? Et quand vous comprenez l'amour, c'est quoi l'amour? Alors le reste, ça devient facile. Mais quand vous ne comprenez pas l'amour, bon, vous êtes encore dans l'émotion. Alors, mesdames et messieurs, vous nous suivez en ce moment, nous sommes JC Show Charlotte, une émission qui a pour but de propulser l'œuvre de Dieu. Nous sommes produits par l'église Gadis Love Center, une église ici à Charlotte, North Carolina. Nous sommes chaque mercredi ici à l'église de 18h juste à 19h30. Le vendredi, nous avons un culte d'intercession de 18h juste à 19h30. Et puis le dimanche, nous avons notre culte d'adoration de 10h juste à 12h30. Vous nous suivez en ce moment. Si vous avez une église où fréquentez, venez prier avec nous, venez célébrer Jésus-Christ avec nous ensemble. Le nom de Jésus sera élevé. Et je vous en prie, partagez aussi notre mission pour nous donner la force. Surtout, abonnez-vous sur notre chaîne YouTube JIC Charlotte. Alors, j'aimerais encore savoir, vous avez déjà l'expérience, vous avez fait 16 ans. Sans quel moment le divorce de parents peut affecter l'éducation ou la venue des enfants? Bon, c'est tout au long des divorces, hein? Donc, il n'y a même pas un moment. Donc, dès que vous vous divorcez, même avant ça, déjà, vous voyez, les enfants aiment les deux parents. C'est-à-dire, c'est difficile de dire que... Il y a certains, des enfants qui aiment papa, certains maman, certains les deux. Donc, déjà, quand ils vous trouvent séparés, ça devient un problème. Ils n'arrivent pas à comprendre, ils n'arrivent pas à interpréter cela. C'est difficile parce qu'ils sont nés en vous voyant vous deux. Et maintenant, du coup, ils voient que vous n'êtes plus ensemble. Maintenant, vous leur posez vraiment un sérieux problème de compréhension. Comment ils peuvent lire ça? Comment ils peuvent interpréter ça? C'est difficile. D'où ils seront affectés sérieusement. Affectés par rapport à leur éducation, par rapport à leurs études. Parce que l'homme et la femme, c'est-à-dire ils assurent une éducation équilibrée. C'est-à-dire qu'il y a maman qui donne l'indication, il y a aussi papa qui vient renchérir l'éducation. Et c'est lui qui donne vraiment le saut. Bon, cet équilibre-là, si est rompu, donc vous comprenez que ça va créer un problème dans le chef des enfants. Donc, à quel moment, donc, c'est tout au long du divorce. Donc, les enfants, tantôt, ils doivent passer leur journée ou bien, je ne sais pas, pendant les vacances ou à un moment donné chez les parents, ainsi de suite. C'est un réel problème pour les enfants et vous n'allez pas comprendre. Ils ne savent pas expliquer ça. Donc, c'est détruire un peu. Et puis, c'est l'exemple parce que
nos enfants n'en prennent pas l'exemple. Ce n'est pas ce que nous disons, mais c'est ce que nous faisons qui impacte les enfants. Bon, Les enfants regardent, observent. ils sont observateurs. Et conséquence, bon, s'ils ne sont pas équilibrés, les enfants, ils vont à leur perte. Ils vont à leur perte. Il y a des gens qui piquent des crises, crises d'adolescence, ou bien il y aura des comportements qu'on ne saura pas expliquer, des isolements. Donc, il y a plusieurs conséquences. Et donc, là, les psychologues peuvent bien nous élucider quant à ça. Mesdames et messieurs, vous qui nous suivez en ce moment, partagez cette émission car cette émission va aider beaucoup de familles. En ce moment même, il y a des gens qui vont vers le divorce, mais à travers cette émission, peut-être, les gens peuvent comprendre encore c'est quoi le mariage, c'est quoi l'engagement qu'on a pris ensemble. Je vais profiter pour saluer quelques membres de l'Église. Entre autres, je salue notre pasteur de l'Église, God's Love Center Charlotte, le pasteur Marthe Chembo, ainsi que notre papa Robert, ainsi que les révérends, le visionnaire de notre Église, l'apôtre Eric Cavendish. Nous saluons également la personne qui est derrière la caméra, le frère Gilles, nous saluons la sœur Dominique, nous saluons Maman Béa, nous saluons aussi Maman Hélène. Alors, je reviens à vous, papa. Avec votre expérience, quel est le remède pour stopper le divorce dans la diaspora? Parce que vous avez l'expérience. Pendant ces 16 ans, vous n'avez pas vécu seulement la gloire. Il y a aussi des moments difficiles. Malheureusement, stopper, c'est difficile. Parce que c'est lié à l'être humain. C'est difficile pour dire qu'il y a un remède pour stopper. Ça, je te dirais pas vrai. Il n'y a pas un remède pour stopper. Mais on peut prévenir les divorces. Je peux dire, on peut jouer à la prévention. Mais pas remédier. Prévenir, c'est aider d'abord le conjoint à savoir pourquoi ils s'y sont engagés. Parce que quand on s'engage, vous formez une équipe et vous devez être lié par rapport au projet. Qu'est-ce que vous voulez avoir comme résultat à long, moyen terme et court terme? Et c'est ça, le résultat. Parce que quand vous êtes unis toutes par rapport à un projet, par rapport à un fondement qui est l'amour, ça, c'est une garantie. Vous voyez, partagez notre émission, likez, surtout abonnez-vous sur notre chaîne YouTube GLC Charlotte. Nous sommes arrivés presque à la fin de cette émission, mais avant de conclure cette émission, je vais poser une dernière question à mon invité. J'aimerais savoir, avec l'expérience qu'en ce moment que nous parlons, il y a des couples qui vont vers le divorce. Vous êtes mariés, vous avez vécu pendant 16 ans dans le mariage. Mais il y a des jeunes couples, il y a des gens en ce moment même qui vont vers le divorce. Quel conseil que tu peux donner à ces couples ou à ces gens qui ont déjà pris la décision que nous, après 2 mois, on va divorcer? Bon, c'est un conseil c'est dur. C'est vrai qu'il y a des motivations qui les poussent au divorce, mais moi je dirais qu'ils doivent réfléchir encore une fois, de donner la chance à leur amour. C'est vrai que l'homme change, mais si au moins on pouvait respecter, si Dieu n'aime pas le divorce parce qu'il sait qu'il y a des conséquences, si on peut sauver quelque chose alors, s'il est possible de mettre un pas en arrière et de voir ce qu'il y a encore à sauver. Donc moi, je pourrais les encourager à revoir leur position et à demander à Dieu, à Christ, de les aider. Parce qu'en tant qu'homme, des fois, c'est difficile quand on a déjà pris la décision. Des fois, c'est irréversible. Mais Jésus, c'est lui qui donne la solution à leurs problèmes. Et quand vous avez ce fardeau et vous donnez à Jésus la possibilité de réparer, parce que Jésus est le réparateur de brèches. C'est lui qui peut encore restaurer l'amour qui est brisé, qui peut encore rétablir la confiance qui a été abusée. C'est Jésus est le réparateur de brèches. Il y a encore une solution à Jésus-Christ. Et si les 2 conjoints vont chez Jésus-Christ, moi je pense qu'ils pourront avoir la solution. D'eux-mêmes, c'est difficile.
Mais avec Jésus, je crois que la solution est possible. Ça, c'est pas une question, mais en fait c'est un constat que je fais. Lorsqu'on parle de divorce, très souvent pour les Africains, on a toujours tendance à pointer l'homme. Est-ce que c'est l'homme qui est vraiment à la base du divorce? Bon, c'est lui le chef de la famille, hein, donc il peut en fait lui mettre un peu d'eau dans son vin. Bon, de nos jours, c'est la femme aussi qui décide, hein, donc vous voyez. Mais je pense que si ça dépend de l'homme et que l'homme est capable de faire un pas en arrière pour voir sa femme sous un bon jour, bon, moi en tout cas, je l'encouragerai dans ce sens. Parce que ce n'est pas bien. Parce que on dit quand les éléphants se battent, c'est les herbes qui en pâtissent. Oui, oui. C'est les enfants en fait que nous sacrifions. Nous C'est les enfants, sacrifions l'avenir peut-être surtout. une génération. Donc voyons le divorce dans le long terme et ses conséquences postérieures et nous pourrons réfléchir autrement. Quand nous voyons que nous-mêmes, donc des fois on dit non, voilà, on a pris la bonne décision, mais quand on voit les enfants et on voit leur avenir, bon, il y a quand même lieu de sauver ce qui est à sauver. Merci beaucoup d'être passé sur notre émission de ce soir sur notre plateau. Nous sommes presque à la fin de notre mission. Mesdames et messieurs, vous me suivez. Ce soir, on a parlé avec mon invité, avec notre papa, qui nous a bénis avec de différents conseils de divorce à la diaspora. Vous qui nous suivez, si vous avez déjà le chemin du divorce, croyez-moi, vous avez écouté avec moi ensemble qu'il y a encore la possibilité de changer, la possibilité d'arrêter d'avoir ça, de comprendre que lorsque vous prenez une décision de se divorcer, ce n'est pas vous qui va souffrir plus, mais c'est beaucoup plus, c'est l'avenir des enfants. Vous voyez beaucoup plus l'avenir d'une génération qui est en train de mettre en danger. Nous sommes arrivés presque à la fin de cette émission, mais je ne vais pas quitter ce plateau ça pour saluer quelques membres de l'église encore. Nous saluons Maman Belbiche, nous saluons encore Maman Hélène, Maman Detz, nous saluons tous les membres de GLC Charlotte. Alors papa, quant à moi, je suis presque à la fin. Je ne sais pas si vous avez quelques gens à saluer. Bon, je salue ma femme Raïssa, Hippolyte, que j'ai beaucoup. Moi aussi, je la salue, maman. Je salue mon fils aîné, Grady, Joyce, Audrey et Nick Junior. Je vous aime beaucoup. Donc voilà. Merci beaucoup d'être passé sur notre mission. Merci pour le temps que vous avez disponibilisé. Merci. Merci beaucoup de m'avoir accueilli chez vous.